Bienvenue au Polysécure épisode pour les humains. Je suis accompagné de Vanessa. Comment vas-tu? Je vais très bien, Nicolas Loïc, merci. Et toi, comment vas-tu? Très bien aussi. L'année s'achève. Au moment où on enregistre, ça va faire du bien. Il y a une pause, je pense que globalement autour de nous, et tout va nous donner un peu d'espace pour respirer. Et c'est juste un peu dans cet axe-là qu'on va parler, la façon qu'on évalue la productivité. L'été dernier, tu avais fait une publication qui m'avait amené à me prononcer dessus, sur lequel justement j'avais mentionné certains éléments, à quel point, comme travailleur de l'information dans mon cas, et ça c'est un peu dans ton cas aussi, et tu travailles avec les humains davantage que ça dans certains axes aussi. La productivité ne se calcule pas de la même façon, mais malheureusement, socialement, on nous a programmés à calculer une productivité d'une façon un peu plus selon le taylorisme que, comme j'avais mentionné, qui fait que c'est le nombre de clients, le nombre de documents, un nombre comme ça qui nous évalue et qui nous permet. Je vais te laisser commencer avec ça parce que quand tu avais initié, puis on va laisser la conversation couler après. Parfait, super, merci. Puis d'entrée de jeu, évidemment, je suis pas une spécialiste dans le domaine. C'est une réflexion que j'avais faite à la suite de lecture de différents livres. C'est un domaine qui me fascine, le fonctionnement du cerveau, évidemment le bien-être, gestion du stress et tout ça. La question de la productivité, on en parle beaucoup dernièrement. Pourquoi? Ben, on le sait, on est dans une pénurie de main-d'œuvre. Il y a de plus en plus de discussions sur OK, est-ce qu'on devrait aller vers des semaines de 4 jours? Donc, ça a fait aussi partie de l'actualité. Puis, un des livres que je me suis permis de lire cet été, c'est le livre de Cal Newport qui s'appelle Slow Productivity. Et donc, déjà, le titre est intéressant, hein? Productivité lente. Déjà, on se dit, me semble que ça va pas ensemble. C'est contre-courant par rapport à ce qu'on vit à l'heure actuelle. Là. Fait qu'effectivement, pour moi, ce serait contre-intuitif de voir un élément comme ça. Là. Exact. Et donc, c'est potentiellement ce qui a piqué ma curiosité à moi et plein d'autres personnes de dire, OK, c'est contre-productif ou contre-intuitif. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Puis comme tu l'as mentionné, ce qu'on se rend compte avec les dernières études, c'est que la productivité ou la notion de productivité, elle n'a pas été adaptée au changement, en fait, du type de travailleur qu'on est aujourd'hui. Fait, comme tu l'as mentionné, quand on parle de taylorisme, à l'époque, on parlait de travailleurs de type ouvrier, hein, donc où on produisait vraiment des biens. Et la façon d'évaluer la productivité, c'était le fameux travail à la chaîne. Hein, donc, par exemple, on va produire tant de chaises à l'heure, etc. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'on fait partie, la grande majorité d'entre nous, des travailleurs du savoir. Pourquoi on appelle ça des travailleurs du savoir? Parce que, ultimement, ce qu'on produit, c'est pas nécessairement des biens, mais c'est des connaissances, du savoir, du conseil. Mais on a continué à évaluer la productivité de la même façon. Pourquoi c'est intéressant quand on lit sur le sujet, une des raisons pour laquelle on a continué à regarder la productivité de la même façon que le taylorisme, c'est parce que c'est plus facile. On n'a pas besoin de... Il y a déjà quelqu'un qui a déjà réfléchi à ça, fait qu'on reprend des formules qu'on connaît, puis on fait malheureusement pas l'effort de passer plus loin. Puis ça, globalement, c'est ma grande critique des temps modernes, c'est qu'on prend jamais le temps de prendre le pas de recul, justement, pour revoir si ce qu'on fait du sens. Puis, de toute façon, dans ma quête personnelle, c'est un peu tout le temps ça que je fais. Prendre un pas de recul, est-ce que ce que je fais encore du sens maintenant? Mais exact. Ça, dans le cas de la productivité, c'est la même chose. Exactement. Puis, ce qu'on voit, puis il y a un autre livre là, qui parle du sujet qui est intéressant. Puis là, je vais faire du name dropping de livres et d'auteurs. Fait que si les gens sont intéressés, ils auront des références. Mais il y a Sonia Lupien, qui est notre experte, là, qui est à la tête du Centre de recherche sur le stress humain, qui a publié un livre récemment qui s'appelle Le stress au travail versus le stress du travail. Et elle parle aussi de cette évolution-là du travail. Puis ce qu'elle mentionne dans le livre,
c'est que c'est plus facile d'évaluer la productivité, notamment avec le nombre d'heures. Hein. Tu sais, le fameux présentéisme. Je vois que la personne, elle est présente, donc j'assume qu'elle est productive. Ce qu'on se rend compte, c'est que le présentéisme n'équivaut pas nécessairement à productivité. Hein. Donc, je peux être là physiquement, mais je suis pas là mentalement. Là. Exactement. D'aucune façon. Là. Puis ça, pour moi, c'est terrible. Ça fait des années que je ne mets pas contre ça, contre ce genre de choses-là. Puis le vocable que j'ai trouvé, puis c'est à travers GoPirate que je l'ai trouvé, c'est apporter de la valeur. Puis, là, puis depuis qu'eux m'ont initié à cette façon de l'expliquer, la façon de le verbaliser, et pour moi, c'est plus simple. Je fais pas des heures pour faire des heures. Je suis là pour faire apporter de la valeur. Que ce soit 1 heure ou 10 heures, il faut que j'apporte de la valeur. Si je prends mon temps, et en général, puis là, mes clients le remarquent davantage maintenant, ma face va changer, va être un peu plus fâchée. Parce que je sens que quand je perds mon temps, donc je n'apporte pas de valeur, mais ça m'a pris du temps avant de comprendre ce concept-là, de l'intégrer là, dans mes choses. Puis autour de moi, c'est zéro, j'en entends pas parler. Là. Oui, puis ça fait partie un peu, c'est le fonctionnement de la société. Fait que même si on sait que ça nous prend moins de temps pour faire une tâche parce que, bon, on est plus efficient, plus productif, le fait que ça nous prend moins de temps, on dirait qu'on est mal à l'aise avec ça parce qu'il faut justement qu'on soit présent, par exemple, un 40 heures semaine, etc. Là, évidemment, j'entends peut-être des oreilles scier au loin. Là, je suis pas en train de dire qu'il faut tout scraper le modèle, mais ce que je veux dire, c'est comme tu l'as mentionné, c'est de repenser c'est quoi la valeur ajoutée. Puis en fait, ce qu'on voit avec les travailleurs du savoir, c'est qu'il faudrait redéfinir la définition de c'est quoi être productif puis c'est quoi être efficace. Puisque certains auteurs ont mis de l'avant une fois qu'on comprend le fonctionnement du cerveau, puis on y reviendra, hein, parce que ces notions-là de on a besoin de repos, on a besoin de temps de pause pour régénérer nos batteries, pour retrouver notre créativité, etc. L'efficacité, en fait, devrait davantage être axée sur la qualité, je dirais, des idées et des solutions, et non sur la quantité du travail effectué. Sauf que la problématique, c'est comment on évalue la qualité des idées et des solutions. Puis je pense que c'est là où on n'est peut-être pas encore prêt à rebrasser tout ça parce qu'il reste que c'est peut-être pas évident à l'évaluer. Ça veut dire quoi, qualité des idées, qualité des solutions? D'accord avec toi, puis on le voit à l'heure actuelle avec la montée du retour au bureau, par exemple, qui est une malheureuse démonstration du présentéisme que les gestionnaires, étant donné qu'ils sont incapables d'évaluer la qualité ou les idées apportées ou toute la contribution réelle à la valeur apportée, eux vont retourner à leurs vieilles habitudes pré-confinement de calculer le temps présent versus la qualité du contenu qui est livré ou les choses comme ça. Moi, dans mon domaine, je génère des documents, c'est un peu ça, ou du conseil. Et je suis, heureusement, parce que la plupart de mes clients sont dans cette zone-là, évalue la qualité des choses. Donc, je suis apprécié par la qualité de ce que je leur apporte et non par la quantité de documents que je vois. Mais pourtant, dans certains cas, je vois des documents sortir et ils sont limite médiocres. C'est même dire c'est même trop beau pour dire ce qu'ils sont vraiment que parce que ces gens-là produisent selon des échéanciers, selon des éléments sans prendre le temps nécessaire pour avoir la qualité qu'on a, parce que l'organisation ne s'attend que de contenu et non de qualité. Exactement. Puis ce que les dernières études démontrent, ce qu'on parle tant dans le livre de Sonia Lupien que dans le livre de Cal Newport, c'est ce principe-là de travail en profondeur versus travail de surface. Puis, on vit en fait beaucoup dans un monde de travail de surface. Le travail de surface, c'est quoi? C'est associé notamment aux interruptions que l'on a, là, que ce soit par les médias sociaux, les messages Teams. Répondre à des courriels, c'est du travail de surface. Ce que les études démontrent, c'est qu'on passe 40% de notre journée en travail de surface. Et on a développé un peu je sais pas, je peux dire la courrielite. Je sais même pas si c'est un mot, je viens de l'inventer. Mais il est excellent. Et ça me rejoint beaucoup ce que tu dis là, pour certaines époques dans ma vie où c'était que ma productivité n'était que qualifiée par le nombre de courriels que j'étais capable d'ingérer et de produire dans une journée. Avec aucun autre contenu utile pour l'organisation, je ne faisais que courrieler à grandeur de journée. Et au
Puis ça, c'était au pic du confinement. J'avais autour de 500 courriels par jour que je devais gérer et retourner des réponses. C'était complètement fou. Mon cerveau, il a complètement tilté dans cette zone-là. Là. Oui, ben ça a un nom. Ils appellent ça l'état d'affairement, ou ils comparent ça un peu à l'état de ruche. Parce qu'on le sait, dans une ruche, les abeilles sont tout le temps en train de travailler. On associe les abeilles justement à la production, etc. Et ce qui est mis de l'avant, c'est de dire que le courriel a pris de l'ampleur potentiellement parce que quand on envoie des courriels, ça donne à tout le moins l'impression qu'on travaille et qu'on est présent. Donc, ça peut être inconscient, mais c'est un peu ce qu'on a développé, c'est de constamment s'envoyer des courriels pour dire oui, je travaille, mais en bout de ligne, comme tu l'as mentionné, pendant que j'envoie des courriels, je suis pas en train de produire un document, je suis pas en train de livrer en fait ce pourquoi normalement j'ai été engagée, parce que j'ai pas été engagée pour répondre à des courriels. Tu sais, dans mon cas, si je prends mon travail comme avocate, j'ai été engagée pour conseiller, donner des conseils juridiques. Puis ça, je pense qu'on l'a perdu de vue aussi dans nos organisations. Tout à fait. Puis je me rappelle de l'époque où j'étais justement ce pic-là que j'ai eu, qui maintenant n'est plus du tout, j'en reçois peut-être 10 par jour. Maintenant, je suis plus dans la même zone parce que j'ai pris le contrôle. Et à cette époque-là, tu as une forme d'épuisement et de lassitude qui s'installe parce que tu te sens occupé. Là, en anglais, c'est le busyness, l'affairement en français. Te donne l'impression mais quand tu t'assois le soir puis tu regardes le plafond, quand tu n'as pas le sentiment d'accomplissement, t'as rien, t'as même un vide à certains égards et t'es espèce de te démener pour du vide. Les quelques premiers temps, ça va, là, mais quand ça fait plusieurs semaines et plusieurs mois que tu t'affaires à faire du vide, là, il y a comme dans le cerveau, là, il y a quelque chose qui se passe, puis là, ça brise quelque chose de très important. Là. Tout à fait, parce que oui, tu as été occupé ou tu as l'impression que, puis finalement, comme tu le dis, tu dis, voyons, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Mon temps, il est passé où? Ben, il est passé à répondre à des courriels. Puis le lien que je veux faire, c'est que ce que les études démontrent, c'est que quand on a une interruption comme ça, c'est que ça prend à notre cerveau je pense que c'est 23 minutes et 15 secondes à pleinement se reconcentrer sur une tâche. Fait qu'imagine, comptons le nombre d'interruptions qu'on a dans une journée, un message Teams, un pop-up, les auto-interruptions qu'on génère nous-mêmes. On se dira, je vais aller voir mon LinkedIn, mes réseaux sociaux. Ben, à chaque fois, on perd un 23-15 minutes. Fait qu'il y a vraiment un coût à chaque fois qu'on se promène d'une tâche à l'autre. Et c'est ça, en fait, le travail de surface et l'attention fragmentée. Et ce qu'on a pu démontrer, c'est que ça génère de la perte de productivité, mais ça génère aussi beaucoup de stress et de fatigue mentale. C'est fatigant pour l'humain de constamment se promener comme ça d'une tâche à l'autre. De mon expérience, j'ai détesté ça. D'ailleurs, puis ça fait partie de mon chemin depuis ce temps-là. Ça fait 4 ans et demi que j'ai passé à travers ça. Justement de m'enlever ces zones-là. Puis on parlait d'interruption. Effectivement, changer de contexte, c'est très coûteux en termes d'énergie de cerveau. Les gens ne s'en rendent pas compte. Ils pensent qu'ils sont capables de faire deux choses en même temps. La réalité, c'est faux. L'énergie qui est consommée pour ça est énorme. Et le cerveau n'est pas fait pour consommer de l'énergie de façon comme ça. Il est paresseux, le cerveau. Donc, il essaie de trouver le chemin le plus rapide pour faire ça. Donc, de retourner en surface parce que c'est pas agréable. Et de ça, puis là, c'est nouveau pour moi de l'été dernier. Puis c'est une discussion que j'avais eue avec Emily Manson d'ailleurs. Puis on a un podcast qui l'aborde. J'ai coupé mes notifications. Il n'y a que quelques éléments très spécifiques qui passent à travers le filtre des notifications. Sinon, c'est moi qui le contrôle. Je m'alloue du temps pour faire mes courriels. Donc, je m'affaire plus à mes courriels parce qu'ils m'interrompent. Je prends un moment, j'y réponds. Et ensuite, ça a le bienfait à terme, ça prend du temps, d'éduquer les autres aussi que comme je ne réponds plus à tout bout de champ aux choses, les gens s'y habituent, grognent un peu au début, mais finissent par s'habituer à ce rythme-là de je réponds juste sur l'heure du midi, je réponds juste en début d'après-midi, je réponds juste en début de soirée. Et mes moments sont définis et sont cadencés et sont prévisibles aussi également pour mes interlocuteurs. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, un mot que tu as dit, je pense qu'il est important, tu as dit ça prend du temps. Parce qu'au début, ça peut, puis là, ça s'est prouvé, ça peut être anxiogène. Tant pour nous, parce qu'on n'est pas habitué, il faut énormément. C'est c'est stressant. Au début, t'es très anxieux j'ai pas de sollicitation, puis là, t'es comme tu cherches, là, parce que on était drillé à ça que exact. Quand on n'est pas sollicité, ben là, on cherche, mais le temps de retourner à la quiétude, puis c'est
fait tellement du bien de retourner à cette quiétude-là, ce calme intérieur-là qui va avec la diminution des, des notifications. Oui, tout à fait. Fait qu'effectivement, au début, tu sais, bon, on parle souvent du hit de dopamine. Puis bon, il y a d'autres éléments. Là, je lisais encore récemment une étude, puis c'est plus complexe que ça. Il y a les attentes sociales aussi là, qui viennent avec ça. Mais oui, il faut se donner le temps. Puis il y a aussi peut-être l'anxiété qu'on crée chez les autres qui, eux, sont comme, voyons, la personne me répond pas. Fait qu'effectivement, c'est pas si simple, ça se met en place, mais c'est sûr que ça demande, une adaptation de notre côté, mais aussi aux gens avec qui on travaille, parce que comme tu le dis, il y a de l'éducation à faire. Ce qui est intéressant, par contre, de savoir, c'est que ça a des réels bénéfices au niveau du repos que ça donne à notre cerveau, ce qui amène éventuellement plus de productivité, plus d'efficacité. Puis, où tout le monde en est gagnant. Mais c'est des changements de culture, c'est des changements organisationnels, ça se fait pas en créant ciseaux. Mais je pense que plus on va en parler, plus les gens vont commencer à peut-être tester, plus il va peut-être avoir tranquillement une nouvelle culture qui va s'installer au sein des organisations. T'sais. Oui, puis si on revient à la productivité, une bonne productivité, elle est satisfaisante. Puis c'est ça où j'ai moi-même réappris à être satisfait de la productivité que j'avais et d'accepter que des fois, c'est imparfait. Parce qu'on on tombe dans ce type de productivité-là, c'est non continu, c'est imparfait en certains égards. Donc, on ne peut pas calculer comme des KPI de je sors un nombre de choses. Ça, des fois, des journées, ça va bien, des journées, ça va moins bien. Mais quand ça fonctionne mieux que si ça fonctionnait de façon continue comme c'était avant. Et ça revient à la satisfaction personnelle que moi j'en tire, elle est énorme parce que là, je me sens bien. J'ai livré quelque chose de lequel j'étais satisfait. Puis mon temps a été mis à quelque chose de satisfaisant aussi. C'est très important. Puis ça change beaucoup en tout cas pour moi, dans la réflexion et comment j'aborde maintenant le travail et ma productivité. Là, parce que, puis parenthèse, je travaille 70 heures semaine et les gens ne comprennent pas comment je réussis à tenir le rythme depuis, ça fait déjà beaucoup d'années que je fais ça. Et que parce que je suis capable d'aligner mon bonheur de productivité avec ça. Sinon, je serais juste pas capable de faire ce nombre d'heures-là parce que ça serait juste impossible. Oui. Puis il y a un lien direct, oui, la satisfaction, le bonheur, mais il y a un lien direct avec justement ce travail-là en profondeur. Parce que le travail en profondeur, en fait, c'est associé, en anglais, on parle du flow state, donc un état de flow, qui est l'état auquel on peut penser à des athlètes de haut niveau, à des surfeurs. Tu sais, quand on dit quand les gens sont dans la zone, puis ça nous arrive tous à certains moments, on perd cette notion-là du temps, hein, puis on peut travailler pendant des 4-5 heures. Fait que pensez à une situation où vous avez perdu la notion du temps. Puis là, c'est peut-être pas le travail, ça peut être un loisir. Mais même si on a vraiment travaillé, on était pleinement concentré, qu'est-ce qui arrive? Souvent, à la fin, on se sent énergisé. On est comme, c'est grisant, le flow state, là, quand on est capable de l'atteindre, c'est assez difficile. En tout cas, dans mon cas, c'est assez difficile. Mais quand j'ai réussi à le faire, là, la satisfaction personnelle qui en sort est beaucoup plus importante que le hit de dopamine de ma notification. Ça se compare même pas. Fait qu'une fois qu'on a commencé justement, dans mon cas, j'ai commencé à faire le lien, à réassocier dans mon cerveau, justement, le plaisir du flow state versus la notification. Mais là, tranquillement, mes habitudes changent et je suis d'autant plus attiré vers le flow state parce que le degré de satisfaction qu'on en sort est tellement plus grand. Là. exact. Puis, outre le degré de satisfaction, c'est un réel repos pour notre cerveau. Fait que les gens parfois pensent que quand on parle de repos, ça veut dire rien faire. Oui, ça peut être ça, mais ce n'est pas juste ça. Fait que le repos pour le cerveau, c'est notamment ce travail en profondeur-là et d'être concentré. Et là, on dit concentré 100% à la tâche. Fait que c'est là où, dans le monde dans lequel on est, ça devient un peu complexe parce qu'on sait on est surstimulé, il y a des notifications, etc. Puis le but, c'est en fait, c'est pas de travailler moins, mais je dirais c'est de mieux travailler. Donc, en mettant ces blocs-là, de dire, OK, je me bloque je sais pas, un 90 minutes, un 60 minutes où je vais être 100% concentré, on va tranquillement aller chercher ce travail en profondeur-là, puis on va amener le repos dans notre cerveau a besoin. Je vous cacherai pas qu'au début, vu qu'on est habitué d'être surstimulé,
ça risque peut-être d'être dur de se concentrer pendant 90 minutes. Donc, c'est d'y aller, la théorie des petits pas, c'est de dire, OK, je vais me faire un bloc de 20 minutes, une demi-heure, commencer à réhabituer justement mon cerveau à être à l'aise avec ces moments-là. Puis éventuellement, ce qu'on apprend, c'est que on a un cycle qui s'appelle le cycle ultradien. Fait que les gens connaissent parfois le cycle circadien, mais là, c'est un autre cycle, c'est le cycle ultradien qui est en lien justement avec le cycle de repos du cerveau. Puis le but, c'est de fonctionner le plus possible avec ces cycles-là. C'est pour ça que vous voyez souvent, peut-être quand vous lisez sur le sujet, de dire d'y aller intensément pendant 90 minutes. Puis après ça, de prendre une pause à peu près de 20 minutes. Mais ça, c'est en lien avec le cycle ultradien. Il y a aussi, la méthode Pomodoro que les gens parlent aussi, ces fameux 25 minutes, pause de 5 minutes. On fait ça pendant 4 cycles. Mais ce sont toutes des méthodes pour nous amener à avoir le repos dont on a besoin pour notre cerveau. Le calme aussi, puis moi, ça revient, puis une façon que ça s'exprime, c'est le bruit que j'ai dans ma tête, par exemple. C'est un des exemples où je suis pas dans la zone, je suis pas dans le flow. C'est quand j'ai tellement de bruit dans ma tête, je suis plus capable de me concentrer essentiellement parce que j'ai comme pris dans un restaurant bruyant. C'est de réussir à atténuer ou à calmer ces voix-là, puis tomber plus n'avoir du tout. La course va m'aider notamment. On développe chacun nos stratégies. Il faut aussi s'accepter que comme tu dis, j'allais à petits pas, oui, mais accepter que ça fonctionne pas. Accepter pas l'échec, mais la non-réussite à tous les coups. Ça, c'est difficile quand on est performant. C'est difficile d'accepter que ça fonctionne pas tout le temps quand on veut puis comment on aimerait. Mais d'accepter ça, puis c'est aussi, pour moi, ça a été un certain travail de c'est correct que ça fonctionne pas cette fois-ci. C'est pas une recette magique. Faut juste, là, j'étais pas dans le bon moment. Ma tête était pas à bonne place. C'est la prochaine fois, ça va peut-être être mieux. Effectivement. Puis ça, c'est en lien direct. Encore une fois, je reviens que les chemins neuronaux, puis on en a déjà parlé ensemble, je pense, dans un autre podcast, hein, la création d'habitudes. Ben, on sait que ça prend minimalement 66 jours pour créer une nouvelle habitude. Puis tu l'as dit tout à l'heure, le cerveau, sans dire qu'il est paresseux, il veut économiser le plus possible d'énergie, fait qu'il prend des raccourcis. Donc, pour lui, créer une nouvelle habitude, c'est créer un nouveau chemin neuronal. Et ça demande de l'énergie. Le cerveau, ça y tente pas. Donc, comme tu dis, c'est de se laisser la chance de dire ça n'a pas fonctionné la première fois, mais c'est potentiellement normal. C'est parce que je suis en train de recréer ce nouveau chemin neuronal-là qui va être une nouvelle habitude. Fait que c'est pour ça que souvent on entend parler du fameux 21 jours ou 30 jours. C'est les pires. Les premiers 21 jours, 30 jours, c'est le pire moment. C'est là où ça demande le plus d'énergie. Puis c'est souvent là où on fait « Ah non, ça fonctionne pas ». Il faut essayer de développer. Mais c'est un peu comme le sport aussi. Hein? Les gens qui commencent puis abandonnent vite, c'est à peu près la même chose. Il faut avoir l'espèce de persistance pour passer au-dessus, ou dépasser le cap du ça fait mal, c'est pas le fun, il y a des bénéfices, ça commence à être intéressant, c'est mieux, Exact. OK, là, je vois pourquoi il faut qu'on aille dans cette zone-là. Exact, tout à fait, tout à fait. Fait que peut-être juste pour rebondir sur ce que tu as mentionné, tu sais, le repos, on a parlé du travail en profondeur, mais oui, il y a d'autres types de repos. Tu sais, on parle beaucoup de la respiration, de la méditation. Les gens qui me connaissent savent que bon, je parle beaucoup de la méditation parce que je suis allée moi-même me former dans le domaine. Est-ce que c'est le bon moyen pour tout le monde? Pas nécessairement. Après ça, comme tu l'as dit, on trouve chacun notre recette. C'est bien qu'encore une fois, il y a plusieurs études qui démontrent les bienfaits de la méditation. Ça vient activer différentes aires cérébrales. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a besoin de moments de repos. Ça, tu sais, tout ce que j'ai lu, c'est unanime. Le cerveau a besoin de repos. Après ça, le repos pour toi, Nicolas Loïc, c'est peut-être pas le même repos pour moi parce qu'on est différents. On a chacun notre unicité. Il y a des gens qui ont plus d'intensité que d'autres. Mais il y a un livre aussi qui est intéressant qui s'appelle Peak Performance où on parle justement de performance d'athlètes de haut niveau et on fait beaucoup de parallèles, comme tu l'as dit, avec le sport. Puis on le voit, les sportifs vont être très intenses pendant des périodes, pensons aux Olympiens, mais ils ont besoin de périodes intenses de repos, sinon qu'est-ce qui arrive? Ils se blessent.
C'est la même chose quand on va s'entraîner au gym. Si on est tout le temps en train de s'entraîner, pousser la machine, qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Ben, le muscle, il va se blesser. Fait que le muscle a besoin de repos. Fait que c'est la même chose avec notre cerveau. On peut être très intense, mais à un moment donné, le cerveau a besoin de ces moments de repos-là. Puis, les moments de repos, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une perte de temps. C'est pendant ces moments-là qu'il y a des nouvelles connexions qui se créent. On a tous entendu parler de Newton avec sa pomme. On a l'image de Einstein. C'est pas pour rien que les grandes inventions, quand on commence à googler et à s'intéresser, viennent souvent de moments comme ça où les gens ils étaient un peu dans la rêverie. C'est pas pour rien. Quand est-ce qu'on a des idées pendant qu'on est dans la douche? Ah, la douche. L'endroit principal des idées, mais oui. Ou des grandes personnes, tu parlais de grands penseurs, ou des personnes qui ont fait des grandes innovations. La marche aussi fait partie de ces rituels-là, dans lesquels ils marchent seuls dans la nature, juste pour laisser percoler les idées dans le cerveau, comment le cerveau fonctionne est énormément comme ça. Il n'est pas encore de production forcée, vraiment en état de production non forcée. Et une fois qu'on comprend ça, puis en créativité, c'est un élément très important. Tout à fait. Puis moi, j'ai appris, puis il y a des choses que je faisais par instinct, puis que j'ai lu par après, c'est tu bourres ton esprit d'une idée. Ensuite, tu laisses ça infuser. Puis à un moment donné, pouf, il y a une idée qui va apparaître. S'il n'y a pas d'idée qui apparaît, bon, il faut recommencer le processus. Mais ça permet ce genre de choses-là. Fait que moi, je vais justement lire énormément, m'abreuver de beaucoup d'informations. Puis après ça, je fais plus rien pendant 1, 2, 3 semaines. Puis pouf, l'idée va surgir par elle-même. Puis généralement, elle est bien formée. J'ai pas eu à forcer des yeux en faisant semblant que je fasse du cerveau pour arriver à quelque chose. Ça s'est fait spontanément et dans des grands moments justement de vide qu'on a laissé notre cerveau Oui, faire son travail de fond. Puis ça vient aussi, puis ça rejoint aussi là, en parallèle à ça, le fait que le sommeil est l'autre phase de moment vide que le cerveau a besoin pour faire du sens de choses. Les rêves ne sont que le classement de nos idées, donc de te rebrasser ça. Pour ça que c'est toujours mieux de prendre une décision après avoir dormi, parce que le tout cerveau à fait son travail, en général, une partie du moins de son travail spontanément, sans tout à qu'on fait. ait besoin de le forcer. Oui, puis c'est là, j'espère que je mêle pas les concepts, mais si ma mémoire est bonne, on appelle ça le mode par défaut du cerveau. Puis c'est pendant ce mode-là par défaut où le cerveau se déconnecte, qu'il y ait des nouvelles connexions qui se créent, que les apprentissages se créent, que la mémoire va aussi consolider de l'information et tout ça. Puis ça revient à ce qu'on disait au début quand on parlait de la définition d'efficacité, de productivité. Ben, c'est de comprendre que c'est être efficace et productif que d'avoir ces moments-là où on ne fait rien. Mais en fait, c'est pas qu'on fait rien. Il y a des choses qui se passent dans notre cerveau, dans justement ces nouvelles connexions-là. Mais c'est là où c'est difficile à justifier de dire, OK, je me mets un bloc, je sais pas, de 2 heures pour réfléchir, être un peu dans les rêveries, mais que ça soit perçu quand même comme du travail. Tu sais. Ouais, mais ça, dans un contexte de travail comme on le vit actuellement, c'est très difficile à justifier. Le post-confinement est plus facile dans mon cas, en tout cas personnellement, de pouvoir avoir ces espaces-là. J'ai notamment commencé à courir pendant cette période-là qui était pour moi un moment comme ça. Puis on a déjà eu une publication sur LinkedIn, on était équipe matin, équipe soir. Moi, je suis une équipe matin, fait que ça me permet de démarrer ma journée juste comme mettre en mémoire, réactiver, remettre les choses en place puis de comme rafraîchir. Puis en général, j'ai à peu près 1 à 2 heures de très bonne productivité qui va suivre après ça, mais de productivité parce que je vais être capable d'absorber rapidement les lectures, je vais être capable d'écrire des textes qui n'auront pas besoin de 3 réécritures avant que ça soit quelque chose. À la première, des fois, même à la première, c'est déjà du bon. Et puis déjà, puis on parlait de réécriture, c'est un des exemples que j'ai. Si je suis pas dans le flow ou dans un bon état, je vais devoir réécrire 2, 3 fois le document. Si je suis dans le flow, ben une fois, c'est assez. Déjà, en termes de productivité, c'est une énorme différence de prendre 3 fois le temps ou je prends 1 fois le temps pour arriver à un contenu qui est satisfaisant en termes de qualité au bout du terme. Là. C'est là où on commence à mesurer l'efficacité, mais c'est
pas populaire de dire que parce que je cours le matin, il y a un bénéfice après parce que je vais produire le document 3 fois plus vite. Oui, 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 effectivement. Mais il reste quand même que, tu sais, la productivité puis l'optimisation, si on veut, de notre cerveau, ça passe par, tu sais, une santé holistique. C'est-à-dire, tu sais, l'alimentation va venir aider. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on parle souvent de, tu sais, des oméga 3, des noix. Ça aide à la santé cognitive. Comme tu l'as dit, le sport, c'est prouvé aussi. On vient évacuer le surplus de stress, réduire le cortisol, on a de l'endorphine. Après ça, le sommeil, ultra important, mais comment les gens, de moins en moins, je pense qu'on en parle, mais comment à une époque, on glorifiait les gens qui dormaient pas beaucoup, alors qu'on sait que, je veux dire, toi comme moi, comme bien des gens, moi, si j'ai pas bien dormi, clairement, mon cerveau, il fonctionne pas de la même Ça façon, là. va pas bien, là. Tu sais, ça, je vais être bougon, là, pendant la première heure, là. C'est super, ma première heure de journée a juste comme émergé d'une nuit qui est de mauvaise qualité. C'est Mhm. une des choses. Puis justement, là, c'est un des exercices, là, je suis très régulier dans mon heure de lever et de coucher. Justement, parce que ça sert à entraîner le cerveau. Là, ça fait 4 ans à peu près que je suis dans le même rythme. Donc, ça suit tout le temps. Mais en même temps, ça vient toujours c'est un autre aspect. Écouter son corps est toujours un aspect aussi très important. Le sommeil est un des belles exemples comme ça. Si on a besoin d'une sieste en après-midi, il faut la prendre, la sieste l'après-midi, parce que notre corps en a besoin pour X raisons et ça va être bénéfique sur notre productivité, notre bien-être, notre santé mentale. Et tout ça se suit. Si notre santé mentale va bien, la productivité va bien, le corps va bien, tout se suit. Là. La nourriture aussi, manger Exact. avec sans excès, pas de sucre, pas de gras, limité, changer ses habitudes-là, manger sainement, mais jamais trop. Tu vois, tout ça et aussi, ça a une influence directe. Ça, je sais, là, si je mange moins bien, productivité, en tout cas, en ce sens-là, productivité est complètement nulle. Là. Oui, oui, puis tout ça est interrelié. Puis là, ça a peut-être l'air gros. Les gens disent, OK, ben là, mon Dieu, ça fait beaucoup de choses à adresser. Après ça, on revient à la théorie des petits pas. Là. Le but, c'est pas de tout changer en même temps, mais tu sais, ne serait-ce que, comme tu l'as dit, avoir des horaires de sommeil peut-être plus réguliers. Ou on parle beaucoup de la lumière bleue, par exemple. Fait que ça, c'est un autre élément. Est-ce qu'on est capable peut-être 1 heure avant de se coucher de se dire, je vais fermer les appareils, les écrans? Bon, pour certaines personnes, 1 heure, déjà, juste ça, ça peut être peut-être un peu intense. Ça peut être complexe, mais c'est ça, mais c'est de prendre des habitudes. Puis là, Exact. comme là, je parle, puis on en a déjà parlé précédemment aussi. Ces habitudes-là, ça fait 20 ans que j'ai commencé à introduire des éléments comme ça au gré de mes découvertes, au gré de mes lectures, au gré des choses. Donc, je suis rendu à l'accumulation de ces éléments-là. Et j'en fais encore. Le cycle de sommeil, ça est arrivé dans le confinement, puisque j'ai eu besoin de ça pour rattacher, parce que dans le confinement, il n'y avait plus de rattachement social sur le cycle de vie. Donc, j'ai imposé un cycle de sommeil qui venait incidemment imposer le restant de mon activité Mhm. humaine. Donc, de cela, mais je suis resté dans cet état-là. Mais j'ai pas fait d'autres choses en même temps. Ça a été ça qui a été fait à ce moment-là. Il y a d'autres choses qui s'est faites. Il y a le sport aussi s'est rajouté dans ces périodes-là. Et tout s'est remis dans un contexte, mais un pas. Toujours, c'est une habitude à la fois que j'ai changé, là, pas plus, Exact. ça. Justement pour aller avoir un gain permanent aussi, pour que ça devienne payant à long terme. Exact. Puis c'est ça, ça devient un peu exponentiel. Ou tu sais, j'ai un peu l'image, on dirait, on tire un fil. Puis une fois qu'on commence à tirer le fil, donc on met une bonne habitude, ben ça élève d'autres éléments. Tu sais, fait que comme tu le dis, c'est à travers les années, à travers le temps. Euh, Tout à fait. Ouais. Ouais, tout ça, puis c'est pas facile, là, puis c'est ça, comme tu mentionnais, faut pas apeurer les gens. Tu sais, si vous Non. partez de plus loin, prenez le temps. Moi, j'ai pris du temps, puis puis tu sais, j'écoute maintenant plus mon corps. Je fais de la méditation. Ça fait, je pense que ça fait 10 ans que je fais de la méditation. Première fois, c'est poche, c'est désagréable. J'ai le goût de bouger, je suis pas bien. Et c'est après un certain temps, ben, finalement, on prend le rythme, puis ça devient une habitude normale de le faire. Puis ça fait tellement de bien à la tête de juste, je le fais à milieu de journée dans mon cas, pour comme casser la journée en deux. J'ai comme mon matin, puis là, j'ai comme des fois la tête qui bosse un peu. Puis là, j'arrête, je médite. Même si ma tête ne bosse pas, je le fais pareil, là, parce que c'est une question d'habitude.
Mais ensuite, puis là, je reprends mon après-midi avec un esprit neuf, un peu ressourcé, puis ça me permet de continuer ma journée plus sereinement, disons, là. Ouais. Ouais, puis tu sais comme tu le dis pour certaines personnes, tu sais c'est en plein milieu de la journée, matin et cetera. Puis tu sais les pauses, ça peut être d'autres choses que la méditation comme on l'a mentionné. Un élément sur lequel j'ai envie de rebondir, qu'on voit peut-être plus chez la génération plus jeune, quoique des fois je suis moi-même coupable, c'est de penser que si on prend une pause en allant voir par exemple LinkedIn ou en allant sur nos médias sociaux que c'est une pause. La réalité, puis là, encore là, c'est pas moi qui le dis, c'est les études, c'est que c'est pas une pause pour le cerveau. D'aller voir les médias sociaux, d'aller, ça reste encore plein d'accumulation d'informations, de la stimulation. Fait que c'est une fausse pause. Fait que tu sais, je pense que c'est commencer à développer aussi cette conscience-là de est-ce que les pauses que je prends, c'est des pauses qui vont avoir un réel impact sur le repos, justement, de mon cerveau? Oui, tout à fait. Puis oui, ça, effectivement, les médias sociaux, c'est le pire de pire, justement, parce qu'ils sont faits pour stimuler le cerveau de façon. Fait que c'est des outils qui sont contre, sont justement à l'opposé de ce qu'on a besoin, puis ce genre de choses-là. L'autre aspect aussi, puis on n'en a peut-être pas assez parlé, c'est faut mesurer aussi les effets que ça a, parce que plus on a d'effets, plus, comme tu disais, tu tires le fil, plus c'est facile. Mais il faut même nous mettre des métriques pour voir, parce qu'on est dans la performance, et pour nous encourager aussi, on est un peu comme ça, c'est la gamification, elle demeure quand même présente, de mesurer le fait que comment on se sent satisfait, puis de mesurer des choses intangibles. Là. C'est pas le nombre de documents que j'ai produits. Est-ce que je suis satisfait des documents que j'ai produits? Est-ce que je suis satisfait de ma journée de travail? Est-ce que je suis satisfait de ma relation avec les autres? Et de mesurer ces éléments-là de façon en termes de satisfaction et un nombre en termes de quantité. Mhm. Déjà là, de changer un peu le regard qu'on a et de ce qu'on obtient de ça va justement nous aider ou être des indicateurs pour les gens qui ont besoin d'un peu plus d'indicateurs pour se repérer, savoir si on avance ou si on n'avance pas. Si on fait la bonne chose aussi, parce que j'ai fait des tests qui ont été qui valaient rien, puis j'ai abandonné des habitudes qui, pour moi, ne fonctionnaient pas. Ça revient toujours à ça pour soi, qu'est-ce qui fonctionne. Oui, exact. Puis tu sais là, tu parles de métriques, puis les gens qui ne font nous entendent me voient pas, mais je souris parce qu'effectivement, je pense que toi et moi, étant un peu dans cette performance-là aussi, on aime les métriques, fait qu'on est dans le biohacking, neurofeedback qui nous donne des métriques. Puis autant que ça a du positif, ça peut être un piège en soi aussi là, parce que tu sais le piège c'est toujours de tomber dans l'ultra performance, puis c'est pas ça le but. C'est d'essayer d'avoir justement un équilibre à travers tout ça. Mais comme tu dis, l'équilibre d'un n'est pas nécessairement l'équilibre de l'autre non plus. Tu sais. Puis je reviens aux 70 heures que tu mentionnais. Ton 70 heures, vu que tu es dans cet état de flow-là, ça fait du sens, puis c'est correct. Tu sais, versus une autre personne pourrait prendre un 70 heures, mais il ne sera pas dans l'état de flow. Il va finir sa semaine épuisée. Tu sais. Fait qu'on a tendance, malheureusement, comme humain, à se comparer. Puis il est aussi là le danger, tu sais. Oui, énormément. Puis le 70 est un des beaux exemples que j'ai que les gens vont venir se comparer à ça, soit faire un refus global, dire moi je suis pas comme ça, je fais non, non. Donc ils sont dans une mais ils se comparent pareil, même s'ils sont dans le refus, ils comparent. Ou il y en a qui sont envieux de cet état-là parce qu'ils pensent que bon, il y a comme c'est comme tu parles de glorifier. Il n'y a rien de glorifiant là-dedans. C'est un état dans lequel moi je suis, dans le moment où je suis dans ma vie. Cet état-là fonctionne. Elle fonctionne bien parce que j'ai trouvé l'alignement, puis on en parlait un peu en off. Ce qui permet ça, c'est l'alignement. L'alignement avec valeur, le fait que je me sens bien, afin de ça, je me sens que j'apporte justement un contexte, j'apporte des choses, je me sens satisfait à la fin de mes journées. S'il fallait que je fasse le même nombre d'heures et je me sente pas bien, ben là, on serait pas dans la même zone, je serais pas dans la même zone du tout, puis je serais complètement ailleurs. Fait que c'est une façon que j'alloue ce que je suis, et en étant aligné, me permet de se faire ce genre de choses-là. Mais il y en a qui vont remplir leur temps avec des hobbies, avec du sport, avec un paquet d'autres activités qui, somme toute, reviennent à remplir du temps dans leurs choses et qui leur donnent la satisfaction, le confort intérieur qui est nécessaire. Puis c'est là aussi que les gens peut-être mettent pas assez d'énergie. On met peut-être trop d'énergie sur le travail. C'est pour ça d'ailleurs que mon 70 heures est souvent parlé dans mon entourage. Mais je dis non, le point, c'est pas ça. Si vous êtes capable si vous autres, c'est de faire la course, c'est de faire du vélo.
J'ai l'exemple de mon père, c'est le vélo. Lui, il va faire d'énormes distances en vélo. Lui, c'est ça son façon de se mettre dans le flow. C'est faire du vélo. Il fait d'énormes distances. Il va faire des 50-100 km de vélo dans une journée. Lui, ça lui fait du bien. Ça l'amène là-dedans. Moi, pas du tout. Mais je suis Oui. pas là. Mais puis on est différents, mais lui, il remplit son temps de choses qui le gratifient, qui lui fait du bien et qu'il le mettre en état de flow qui ensuite sert à d'autres choses. Mais justement, amène tout ça. Fait que c'est juste la façon qu'on a chacun de le faire aussi. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, ça, c'est un élément parfois que j'amène en coaching avec les gens, de prendre le temps, puis ça a l'air niaiseux, là, mais souvent on ne le prend pas, ce temps-là, de prendre le temps de dire, dans l'ensemble de ma vie, tu sais, tant professionnelle que personnelle, qu'est-ce qui m'énergise, puis qu'est-ce qui me draine de l'énergie. Puis, puis c'est là on va aller chercher ces moments-là justement de flow, puis dire comment je peux peut-être ajouter davantage de ces moments-là qui m'énergisent, comment je peux peut-être éliminer les éléments qui me drainent l'énergie, puis peut-être qu'on ne pourra pas les éliminer à 100% dans notre vie. On a tous des irritants qu'on dit c'est un mal nécessaire, je vais passer par là, mais ce qu'on veut, c'est que ça soit pas que le 90% de notre temps, parce que c'est là où aussi on s'épuise. Puis là, c'est de l'épuisement mental, mais aussi de l'épuisement physique, etc. Puis justement, quand tu disais avant d'enregistrer, on parlait un peu off, on parlait d'épuisement professionnel. Moi, l'épuisement professionnel, ça a été un mix de tout ça. C'était pas juste en raison de la charge de travail, c'était aussi parce qu'il y avait un peu ce désalignement-là de dire, ben, je suis rendue à un point, j'étais sur le pilote automatique, me pose pas trop de questions, mais est-ce que c'est vraiment ça qui m'énergise? Est-ce que c'est ça qui m'amène une satisfaction? Puis les gens qui me suivent savent que récemment, j'ai pris un peu, sans dire un changement de carrière, parce que le volet juridique est toujours là. Je dis toujours qu'on peut sortir la femme de l'avocate, mais on peut pas sortir l'avocate de la femme. Fait que ça revient. Mais je me suis reposé cette question-là. Qu'est-ce qui m'énergise? Qu'est-ce qui me draine de l'énergie? Puis c'est ce qui m'a amené à aller davantage vers, tu sais, le coaching, la facilitation, la formation, parce que ça m'énergise, tu sais. Oui, ça ramène, c'est ça, tu as une satisfaction, puis on revient énormément à ce genre de choses-là. Tu vois, maintenant, c'est rendu réflexe. Je vais m'éloigner des sources qui gobent mon énergie. Réflexe, parce que ça fait tellement d'années que j'ai pris de façon consciente, maintenant c'est rendu inconscient, que je m'en éloigne de situations, Mm-hmm. de moments, de choses qui font ça. Comme tu dis, on peut pas toujours les écarter, mais le plus que je peux, puis c'est rendu à un niveau là, que je n'y réfléchis même plus maintenant. Justement, en termes de préservation de mon équilibre, est beaucoup plus important. Puis avec le temps, plus le temps avance, plus la préservation de mon équilibre devient importante dans ma vie et primordiale. Il va biaiser beaucoup mes décisions en ce sens-là, justement, pour toujours tomber en état d'équilibre, toujours en état de bien-être, toujours en état de ce genre de choses-là, parce que ça devient très important parce que j'ai de moins en moins de tolérance au statu quo face à ce genre de choses-là. Ce qui amène aussi les questionnements. Les gens n'aiment pas ça aussi. C'est autre aspect. Puis ça, c'est très caractéristique chez moi, du moins, de me remettre en question régulièrement. Puis ça l'amène ce genre de choses-là où je me rends compte que bon, ça me satisfait plus, ça, je suis plus à la bonne place, ça, pourquoi je fais des choses comme ça. Je me questionne à tout bout de champ de choses de façon spontanée. Et dans d'autres cas, non. Donc, j'avais l'habitude, un exemple, quand je partais les vacances d'été, c'était souvent le moment où je fais ce genre de questionnement-là. Et de ce moment-là est né le fait que maintenant j'ai un segment humain sur le podcast. C'est arrivé justement dans ce genre de choses-là. J'avais sollicité à l'époque pour ce genre de choses-là, donc il était accepté, bien heureusement. Mais c'est arrivé dans un moment comme ça. Les derniers moments que j'ai passés avec ma conjointe dans un contexte de vacances, c'était des vacances que j'ai qualifiées de silencieuses. On a parlé, là, mais il n'y a pas eu de grand espace où d'habitude je me questionne ou je viens bandir des idées avec ma blonde. Cette fois-ci, non, parce que j'étais dans un état de relatif calme, donc j'avais pas besoin de parler de ça. On a profité des moments ensemble, on s'est bien reposé, on a vu de très beaux paysages, on a eu beaucoup de plaisir, mais j'avais pas besoin d'aller chercher ce questionnement-là à ce moment-là parce que j'étais dans le flow, par Mm-hmm. exemple. Ça, c'est un moment comme ça. Et d'écouter qui on est. Là. Mhm. Oui, tout à fait. Puis, comme tu le dis, ça revient à ça revient à s'écouter. Bon, puis encore une fois, ça semble simple, mais c'est peut-être pas toujours si simple que ça. C'est là, on revient à créer l'espace.
tu sais, pour s'écouter, il faut créer l'espace. Sinon, avec tout ce qui se passe, avec justement les notifications, les ci, les ça, il y a tellement de bruit qu'on pourra pas s'entendre. Fait que c'est comment on peut créer ces micro-moments-là, ces mini-moments-là d'espace. Puis, tu sais, évidemment, si on a des jeunes enfants, ben ça va être différent que, tu sais, quelqu'un qui a pas d'enfants ou quelqu'un qui est à la retraite. Puis encore une fois, ben ça va signifier quelque chose de différent selon l'individu, selon la personne. Tout à fait. J'ai un dernier exemple par rapport à ce genre de choses parce que j'ai vu un ami que ça faisait 20 ans, je pense que je l'avais pas vu quand j'étais dans mon dernier voyage. Et lui se rappelait de moi il y a 20 ans. Puis il a été très étonné de me voir maintenant. Puis il me l'a dit ouvertement, puis ça l'avait fasciné. Ça l'avait fasciné au point où il fallait qu'il sentait l'obligation de m'en parler, à quel point je n'étais pas la même personne qu'il y a 20 ans. Et la seule que j'ai répondu, c'est il y a 20 ans, j'étais fâché. J'étais dans un Mmh. état de contrariété. J'étais pas bien avec moi à ce moment-là. Beaucoup de choses dans ma vie elles n'allaient pas comme je voulais. J'étais pas à ce moment-là. Et de ce moment-là est arrivé le déclencheur parce que cet ami-là le connaît l'individu. J'ai perdu un de mes amis qui est décédé dans ces années-là. Et pour moi, ça a été le moment d'inflexion était là, c'est-à-dire ce décès-là, de voir cette personne-là qui avait une très grande présence dans ma vie de disparaître du jour au lendemain m'a forcé à me poser des questions fondamentales sur qui je suis et de l'individu fâché que cet ami-là se souvenait. Mais je suis la personne maintenant qui est plus sereine, qui est plus relaxe, qui est plus capable d'aborder la vie avec toute sa couleur et toutes ces affaires-là. Donc, notamment, on parle de productivité, ben, la productivité, c'est effectivement évalué différemment. Il y a 20 ans, j'évalue la productivité, comment elle évolue comme ça. J'étais fâché, je produisais pas assez, puis là, j'étais exactement dans cet état-là. Ça est rendu maintenant dans un autre univers dans lequel, puis ça a été un bon, quand on parlait de métrique, de me faire dire ça de façon spontanée, parce que j'allais pas le voir la personne pour avoir ce genre de feedback-là, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu. Ouais. On s'était revu à quelques moments, mais tu sais, essentiellement, ça fait 20 ans que je l'avais vu de façon sérieuse. C'est de reconnecter un peu avec ce genre de choses-là. Puis, bon, de me faire dire ce genre de choses-là après 20 ans, ça m'a touché, puis ça m'a permis d'avoir une métrique, de savoir que effectivement, ce moment-là a servi. Malheureusement, le moment est un peu malheureux, mais a servi quand même à réfléchir sur l'état de ma situation. Oui, non, un beau reflet. Puis effectivement, des fois, on s'en rend pas compte de tout le chemin qu'on a accompli à travers les années, tu sais, parce que nous, c'est un petit pas avec un autre petit pas avec un autre petit pas. Mais des fois, c'est de prendre le temps de regarder en arrière aussi, tu sais. Fait que, hein, c'est intéressant. Mm. Oui, de voir tout ça. On a fait un grand tour du sujet Oui, qu'on voulait initier. On est allé un peu plus loin, un peu partout. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas abordées que tu avais dans tes notes que tu aimerais qu'on discute? Ben écoute, y a-tu d'autres choses? On a parlé de tellement d'éléments, mais peut-être juste revenir là quand on parle de productivité, d'efficacité, de repenser un peu notre façon de travailler. Euh, tu sais, je regardais un peu sur les médias sociaux, les échanges, comme je disais tout à l'heure, avec ce qui se passe en ce moment, pénurie de main-d'œuvre, les débats sur est-ce qu'on prend des semaines, on devrait aller vers des semaines de 4 jours ou pas 4 jours, etc. Tu sais, des fois, on entend dire la génération aujourd'hui sont moins travaillantes. Tu sais, bref, il y a plein d'éléments qui ressortent. Mais ce qui est intéressant, c'est que ils ont commencé à faire des tests au sein de certaines entreprises. Notamment en Europe, il y a la Suède qui a fait des projets tests, qui a commencé à tester la semaine je pense que c'était la semaine, non, c'était pas la semaine de 4 jours. Eux autres, il y a des entreprises qui ont testé des journées de 6 heures au lieu d'avoir des journées de 7 heures ou de 8 heures. Puis ce qui est ressorti, c'est que je pense qu'il y avait une augmentation, quelque chose comme 40% au niveau de l'efficacité puis de la productivité en diminuant de 2 heures par jour le nombre d'heures de travail. Fait que je trouve que c'est éloquent, c'est très parlant sur, encore une fois, c'est pas faire plus, mais c'est faire mieux. Donc, Oui, je dirais, je suis même pas étonné parce que d'avoir passé d'entreprises qui font du 8 heures à du 7,5 maintenant à 7, je recommençais à des fois, ça m'arrive encore de faire du 8, puis je suis comme essoufflé au bout de 8. Pas parce que je deviens moins productif, mais tu sais, je préfère faire 2 blocs de 6 mhm, qu'un
un grand bloc de 8, par exemple. Donc, je suis plus productif parce que j'ai fait 2 blocs de 6 productifs que mon bloc de 8 où j'arrive à la langue à terre au bout de mon 8 heures. Puis là, je suis comme, ben là, je me sens vidé, je me sens drainé. Contrairement à l'autre où je suis dans la même journée, je peux faire 2 blocs de 6 puis je suis beaucoup mieux. Ça rejoint bien ça. Puis je trouve ça intéressant, cette démonstration-là qu'on est en train d'étudier, là. Oui, exact. Et tu sais, le même parallèle a été fait, je pense, c'est Microsoft au Japon qui, eux, ont testé le 4 jours semaine. Puis la même chose, le 4 jours semaine a quand même amené de la productivité. Fait que, tu sais, j'espère que ça va commencer à peut-être ouvrir davantage les débats sur le sujet ou juste commencer aux gens à se dire, OK, parfait, comment je peux peut-être commencer à moduler mes journées? Puis je comprends que c'est pas toujours sans dire qu'on peut pas toujours le faire, mais c'est pas toujours évident selon le type de travail qu'on fait, selon les impératifs qu'on a. Mais tout le moins, si on peut commencer peut-être à condenser, exemple, nos courriels, au lieu d'aller les prendre constamment pendant la journée, je lève ma main, ce que, tu sais, j'avais tendance à faire, ben, c'est de réaliser que ça nous induit de la fatigue mentale. Fait que, OK, je vais essayer de prendre l'habitude d'y aller peut-être à chaque heure, tu sais, condenser si à la fin de l'avant-midi, c'est trop. Fait que, tu sais, commencer des petites actions comme ça, puis voir, est-ce que je vois justement qu'à la fin de mes journées, je commence à avoir un peu plus d'énergie, tu sais. Oui, il y a des bénéfices à ça. Puis c'est justement, on revient de mesurer ces bénéfices-là parce qu'on dans des moments où on se fait challenger, parce que justement, les notifications, moi, je me suis fait challenger, mais de sentir le bénéfice après, ben là, on veut plus revenir dans moi, je ne reviendrai plus avec les notifications. C'est no way, là. Je fais plus ça, là. Le fait d'avoir goûté à plus ça, jamais je reviendrai dans l'ancien monde, même si l'illusion de la productivité nous revient à ça, là. Oui. Fait qu'en tout cas, j'espère qu'on a donné envie aux gens de peut-être creuser davantage sur cette notion-là de repos. Puis je terminerai peut-être dans le livre Peak Performance, puis j'avais fait une publication là-dessus. Il y a une équation qui est la suivante. C'est stress plus rest equal growth. Donc, le stress plus le repos égale la croissance. Puis ce qui est mis de l'avant avec cette équation-là, c'est de dire qu'on devrait avoir, ça devrait être égal. Fait que si on a beaucoup de stress, beaucoup d'intensité, on devrait avoir autant de temps de repos. Tu sais. Puis c'est là souvent où je pense qu'il y a un manquement. C'est qu'on a des longs stretches de go à fond la caisse, puis on va prendre quelques jours de congé, etc. Donc, c'est peut-être d'insérer ces micro-moments-là. Puis les jours de congé, c'est pas de dire, OK, je vais aller me déconnecter pendant 2 mois, mais c'est les micro-moments dont on a parlé tout à l'heure, puis tout au long, aller marcher dehors, aller, je sais pas, faire des respirations, méditer, faire de l'exercice. Donc, tout ça, c'est des micro-moments qui permettent d'aller chercher le repos dont on a besoin pour après ça, qui va nous amener une efficacité, une productivité, puis une qualité dans le travail qu'on fait, dans les relations qu'on a avec les autres, parce que ça a aussi un effet sur les relations. Je te remercie énormément pour le partage. C'est toujours excessivement plaisant en podcast comme ça. Écouter ton podcast aussi parce que tu diffuses de façon un peu aléatoire, mais tu diffuses des entrevues très intéressantes également. Et sur LinkedIn où tu partages un peu ces éléments-là dans lesquels il m'arrive régulièrement de contribuer en émettant quelques opinions. Et dans ce cas-ci, c'était jusqu'à un enregistrement d'un podcast spécifique justement pour un des sujets que tu nous avais partagé. Puis, tu sais, merci de l'invitation de ce forum-là. Puis, comme je le dis, tu sais, je le fais par plaisir. Je le fais parce que c'est des sujets qui me passionnent, qui m'intéressent. Donc, merci de me donner l'occasion aussi d'échanger avec toi là-dessus. Toujours ultra pertinent, ultra intéressant. Merci. We gonna